Et voilà donc le nouveau bac, ou en tout cas le premier rapport sur le futur bac, mais on voit bien que le ministre de l'Éducation avait déjà une bonne idée dans la tête. Plus de contrôle continu, deux grandes épreuves écrites, un grand oral de 30 minutes, le tout sans rattrapage, puisque pour les cas tangents, c'est-à-dire entre 8 et 10, comme d'habitude, ça se jouerait désormais sur le dossier scolaire de votre enfant. Le ministre de l'Éducation tranchera donc le 14 février et la réforme va entrer en vigueur dans 3 ans, c'est-à-dire que ça concerne les collégiens actuels. On va en parler avec Samuel Sivy. Bonsoir à vous. Bonsoir. J'espère que je n'ai pas éborgné de votre nom au passage, c'est bon. Porte-parole des parents d'élèves de la PEP. Jean-Robert Pitt, l'ancien président de la Sorbonne, qui avait écrit en 2007 « Stop à l'arnaque du bac », vous venez de me le rappeler opportunément. Et Virginie Salmen, la spécialiste éducation d'Europe 1. Bonsoir à tous les trois. Supprimer le bac, ce serait démonter la Tour Eiffel. C'est ce que disait l'ancien ministre de l'Éducation Xavier Darcos. Est-ce que ce soir, vous avez le sentiment qu'on va démonter la Tour Eiffel, Samuel Sivy? Pas du tout. Je pense justement qu'on peut peut-être essayer de la reconstruire sur de meilleures bases. Il faut la démonter pour la reconstruire. Non, mais c'est plutôt la solidifier. Disons que depuis de nombreuses années, enfin surtout les dernières années, on a un baccalauréat qui a été dévalorisé par la procédure APB. Il faut quand même penser que tous les enfants savent quasiment où ils vont aller avant de passer le baccalauréat après le bac, et tout est décidé par le dossier scolaire. Donc le baccalauréat, il est important le jour où on a le résultat, et ensuite on l'oublie, sauf pour ceux qui veulent partir à l'étranger. Donc il était important, je pense, de le rationaliser. Maintenant, on va dans le bon sens, il y a plein de choses encore à négocier. Vous êtes favorable par exemple au 40% de contrôle continu? On est favorable. Vous avez une fille, je crois, en première. Oui, on est favorable à une partie au contrôle continu. Mon fils a passé son bac l'an dernier, il a passé 17 épreuves. Pour 90% de réussite sur le pays. Donc je pense que c'est un peu beaucoup pour, comme l'a dit Monsieur Mathieu, c'est tuer un moustique avec un bazooka. Donc je pense qu'on peut rationaliser les choses maintenant. Monsieur Mathieu, c'est l'auteur du rapport remis aujourd'hui au ministre de l'Éducation. Je pense qu'il faut par contre réfléchir à un contrôle continu juste, c'est-à-dire que effacer un peu les effets établissement ou les effets de notation des professeurs. Donc là, il y a des moyens. C'est-à-dire le prof qui m'a de travers et qui me note mal toute l'année, c'est ça? Des établissements où il y a des 11 de moyenne générale et 100% de réussite au bac avec. Donc là, et d'autres qui ont des très bonnes moyennes et peut-être un niveau d'exigence moins important. Donc ça peut être corrigé. Il y a des propositions dans le rapport, on en parlera. Mais nous, on avait sondé nos adhérents. Il y a quand même une forte majorité des parents qui sont prêts à une part du contrôle continu, tant qu'on garde aussi les épreuves finales. Et je pense qu'elles sont fondamentales aussi pour la préparation d'élèves, dans l'esprit du rite de passage. Oui. Jean-Robert Pitt, c'est encore le bac? Alors, c'est enfin peut-être... Ce grand examen de passage, ce rite d'entrée dans l'âge adulte. Oui, mais c'est enfin peut-être quelque chose qui va ressembler à ce que n'aurait jamais dû cesser d'être le baccalauréat. Vous avez parlé de la Tour Eiffel. Je pense que si cette réforme est menée à fond et jusqu'au bout, en compagnie de la réforme d'entrée dans l'enseignement supérieur, parce que les deux sont inséparables. On ne peut pas aujourd'hui, on ne parle que du bac, mais il ne faut pas oublier qu'il y a une réforme qui est en cours de discussion au Parlement, qui est la réforme de l'entrée dans l'enseignement supérieur. Et les deux vont vraiment ensemble, sont emboîtés. Et donc je dis, la Tour Eiffel, on va la faire scintiller, comme elle scintille aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va redonner un peu de lustre à ce fameux rite de passage du secondaire vers le supérieur, et faire qu'il deviendra réellement un gage d'entrée avec succès dans l'enseignement supérieur, alors qu'aujourd'hui c'est une mascarade. Quand j'avais écrit, le titre était provocateur. Quand même, mascarade. Non, mais vous savez, quand j'étais président d'université, j'avais écrit Stop à l'arnaque du bac, parce que dans une université comme celle que je présidais, qui est une université littéraire, qui était Paris 4, Sorbonne. Paris-Sorbonne. Paris-Sorbonne, Sorbonne Université, les étudiants littéraires, ne sachant à peine lire et écrire, pour certains, venant d'un bac pro ou d'un bac technologique, et évidemment pas du tout au niveau de faire de la philosophie, de la littérature ou de l'anglais à un bon niveau. Donc tout ça, enfin, on revient à une certaine sagesse et à l'idée que... C'est-à-dire des majeurs pour travailler les matières principales, un tronc commun pendant les 3 années. J'espère quand même qu'on va aussi vérifier qu'il y ait une vraie culture générale. Moi, il se trouve que ma discipline, c'est la géographie. Je ne voudrais pas qu'à la faveur de cette réforme, elle passe un peu à l'as. Donc je suis attaché à ce que les jeunes, parce que c'est la République aussi, aient une vraie culture générale, littéraire, historique, géographique, etc. Mais tout ça va dans le bon sens, donc globalement, je souris ce soir. Donc il y a beaucoup de souriants. Virginie Salmen, c'est une réforme globale, c'est pas qu'une réforme du bac, c'est une réforme du lycée. Oui, ça part de la seconde, et en fait ça part du bac pour que les enseignements qui précèdent amènent vers une plus grande culture générale, effectivement, vers une meilleure maîtrise de l'oral, puisqu'il y aura aussi un grand oral dans ce bac. Mais il y a une mesure ça existe en Italie, ça s'appelle le colloquio en Italie. Alors, c'est pas tout à fait le même modèle, parce qu'en Italie, c'est vraiment un grand oral où on mesure la culture générale de l'élève à
la fin de son parcours scolaire. Là, ce serait, alors on ne sait pas encore d'ailleurs si ce serait sur une discipline ou bien plusieurs. C'est un projet qu'on aurait préparé pendant l'année et puis qu'on défendrait seul devant un jury de 3 personnes, une trentaine de minutes. Il faudra bien vérifier que ça a été encadré par les professeurs, parce que sinon il y a des élèves il pourrait y avoir une marchandisation par Internet de ces dossiers tout prêts qu'on pourrait acheter et qui donnerait l'impression que l'élève a beaucoup travaillé alors que c'est quelque chose qu'il vient de découvrir et qu'il a appris par cœur. Donc, mais ça se vérifie. Il y a un travail justement sur la qualité un travail réellement garanti par le corps enseignant du lycée. C'est Jean-Robert Pitt qui vient de parler. Il y a juste une petite mesure dont on n'a pas encore beaucoup parlé parce qu'on l'a appris aujourd'hui et qui va dans le sens de ce que vous dites, c'est que dorénavant, la multitude d'options qui permettaient d'avoir des petits points en plus au-dessus de 10, ça, dans le rapport, c'est terminé. On ne pourra plus avoir, si on a 15 en langue numéro 4 ou 5 ou en latin ou en voilà, je ne sais quelle option, en ping-pong, absolument, on ne pourra pas cumuler ces 5 points si on a eu 15, puis l'autre option, enfin donc voilà, avoir des 21 ou 22 sur 20. Contrôle continu, par exemple. Alors, le PS, c'est une vraie, ça pourrait être même une majeure, le PS. Ah. Donc ça c'est une vraie discipline. On peut faire majeure planche à voile. On peut faire une majeure. Alors non, peut-être pas planche à voile. Ça peut. Je pense que ça peut être une majeure avec une mineure sur un sport un peu moins courant. C'est pas encore tout à fait défini d'ailleurs les jeux de majeur et de mineur. Il y a des options surf, c'est pour ça que je vous dis ça. Oui, ça existe, il y a des bacs surf. Allez-y, Samuel Sivy pour la PEP. Ce que j'ai lu, moi, c'est qu'il y aurait encore possibilité d'avoir des options, mais que ça serait plus juste les points au-dessus de la moyenne. Ça rentrerait vraiment en note, ce qui est plutôt une bonne idée qui simplifierait les choses. Nous, à propos de l'oral, on a une vraie inquiétude là-dessus. Déjà, c'est qu'on a beaucoup de mal en France à faire du pluridisciplinaire. On voit les travaux personnels encadrés qui sont faits en première, pour lesquels il y a un gros travail, il y a une vraie différence entre les enfants qui ont la possibilité d'être aidés et pas, c'est un peu ce que vous disiez. Donc nous, on aurait trouvé peut-être intéressant de le rattacher, pourquoi pas l'histoire-géographie, puisqu'on nous parle beaucoup d'éducation civique. Peut-être que ça aurait pu être l'aboutissement de la citoyenneté, à la limite une épreuve vraiment, puisque l'histoire-géographie, on en fait depuis les plus petites classes. Pourquoi abandonner l'histoire-géographie, des choses comme ça? Rien n'est gravé encore dans le marbre. Là, pour le moment, on n'a que le rapport Mathieu, donc il va y avoir encore des discussions. 14 février, le ministre a un mois pour méditer sur ces sujets-là. Moi, ce que je trouve bien, c'est dans la partie majeure-mineure qui va être quand même compliquée à mettre en place, mais c'est que ça va préorienter les jeunes vers des études supérieures. Aujourd'hui, malheureusement, il y a trop de jeunes, enfin dans le système actuel, qui s'orientent par défaut dans l'enseignement supérieur et qui échouent parce que justement ils ne sont pas à leur place, qui n'ont pas le niveau pour aller dans les études, ou malheureusement ils échouent parce que ce qu'ils voulaient faire, il n'y a pas de place, ou on ne les a pas pris, et donc bon, je vais aller là, tant pis, j'accepte, ou tirer au sort. Ça disparaît, c'est quand même très très heureux, c'était un scandale absolu. On osait à peine parler du système français quand on voyageait à l'étranger. Marquons une pause là-dessus, si vous voulez. Vous avez un standard à votre disposition qui s'appelle le 3921. Ce sont 4 numéros tout simples. Je vous y attends pour parler de votre bac ou de vos enfants. C'est au choix. Vous avez toutes les personnalités éminentes dans notre studio pour répondre à vos questions. N'hésitez pas. À tout de suite. Le grand bac est-il de retour ou au contraire, le bac est-il en train de s'envoler? Pour intervenir sur Europe 1, appelez le 3921. 50 centimes la minute. Christelle est éducatrice sportive municipale. Chaque jour, elle utilise sa voiture personnelle dans le cadre de son travail. Elle est sans cesse en train de changer d'endroit et pour cela, sa voiture lui est indispensable. Voilà pourquoi GMF assure sans surcoût votre véhicule personnel si vous l'utilisez pour votre activité professionnelle. Et en ce moment, chez GMF, 2 mois offerts la première année pour toute souscription d'un contrat d'assurance Autopass jusqu'au 28 février. GMF, premier assureur des agents du service public. GMF, assurément humain. Conditions de l'offre et coordonnées de l'assureur en agence GMF et sur gmf.fr. L'hiver, les conditions difficiles, les routes glissantes, la météo capricieuse sont plutôt des bonnes nouvelles pour le Range Rover Evoque. Avec ses 4 roues motrices et son design inimitable, il est à l'aise en toutes conditions. Et en ce moment, votre Range Rover Evoque 4 roues motrices est disponible à partir de 349 € par mois avec apport, entretien et garantie inclus. Land Rover, location longue durée 37 mois avec apport de 5 000 €. Offre jusqu'au 31 mars 2018 à particulier dans le réseau participant. Sous réserve d'acceptation par Land Rover Financial Service non commercial de l'Isis France. Conditions sur landrover.fr. Europe Soir, Laurent Bazin sur Europe 1. Voilà, on décode en direct quasiment le rapport remis tout à l'heure au ministre de l'Éducation sur la réforme du bac, qui est sans doute pas très loin, je ne veux pas me mouiller, Virginie Salmen, mais sous votre contrôle, de ce que
le ministre Blanquer va annoncer le 14 février. On peut considérer qu'on est dans la ligne de ce qu'il souhaite. Ils sont proches, on sait qu'ils sont proches, Voilà. Pierre Mathieu et Jean-Michel Blanquer. Et puis effectivement, Jean-Michel Blanquer a l'air de beaucoup apprécier les mesures et même d'avoir un peu participé peut-être au brainstorming sur ces mesures. Alors encore une fois, plus de contrôle continu, 40% de la note au bac contrôle continu, 2 grandes épreuves écrites, un grand oral de 30 minutes, le tout sans rattrapage, puisque ça se jouerait pour les entre 8 et 10, comme on disait de mon temps, sur le dossier scolaire. On continue à en parler avec Samuel Sivi, qui est porte-parole des parents d'élèves de la PEP, plutôt favorable avec bémol, avec prudence, disons, sur certains points. Jean-Robert Pitt, l'ancien président de la Sorbonne, qui est juste ravi, et donc Virginie Salmen, que vous venez d'entendre. Il nous faut maintenant entendre, mais oui, vous êtes ravi, je le vois, il est même très heureux. Voilà, faut dire les choses comme elles sont. Oui, parce que j'ai pris les cours pendant 10 ans. Hein. Oui, c'est ça. Écoutons ce qu'en disent les lycéens d'aujourd'hui. Moins de matière, plus d'oral, évidemment, ça les ravit. C'est Marion Jort qui a recueilli leurs réactions. Par rapport au bac, je trouve ça bien d'avoir 2 majeurs et 2 mineurs dans le sens où on choisit réellement ce qui nous plaît et ça peut être mieux pour s'orienter après le bac. Pour ceux qui n'ont pas trop travaillé tout au long de l'année, ils doivent avoir quand même une occasion de se rattraper même s'ils ont raté leurs épreuves. Je pense que ça nous incitera en fait à pas travailler les matières qu'on passe pas et du coup forcément on aura je pense des lacunes quand on sortira du lycée, quoi. Ce que j'aime bien avec l'idée de l'oral, c'est qu'on va pouvoir être directement confronté à l'examinateur. Et Composer à l'oral, je trouve ça bien que ce soit mis en avant pour des gens qui ne sont pas forcément à l'aise, c'est mon cas. Et je l'aurais passé mon bac tout à l'oral et ça aurait été beaucoup plus simple pour moi toute ma scolarité, donc je trouve ça très très bien. Alors on a toujours un œil sur les lycéens en France parce que c'est la fameuse expression du dentifrice, c'est-à-dire qu'on dit que le mouvement lycéen c'est comme le dentifrice, quand c'est sorti du tube c'est difficile à faire rentrer ensuite. Est-ce qu'il y a de quoi faire sortir le dentifrice du tube sur cette affaire-là? De ce que j'entends là, non, mais ça peut arriver quand même. Ça peut arriver, mais j'en ai pas l'impression, très honnêtement, puisque quand on interroge aussi les lycéens, beaucoup d'entre eux pensent qu'il faut une partie du contrôle continu. Je corrigerai une chose qui a été dite par un des lycéens, c'est qu'à mon sens, avec ce système, les élèves seront obligés de travailler un peu tout le temps puisqu'il y aura du contrôle continu. Et justement, c'est l'examen final qui pourrait faire des élèves qui ne travailleraient pas pendant l'année en se disant de toute façon j'y arriverai le jour J. Donc moi je pense que c'est plutôt aller vers l'acquisition des connaissances plutôt que le bachotage pour un examen illusoire. Oui, donc c'est la fin du bachot. C'est la fin du bachot classique, oui. Classique et dévalorisé, oui, c'est la fin du bachotage, j'espère. Et je trouve que ce qui est formidable, c'est qu'il y a un certain nombre de lycéens, beaucoup de lycéens, que je sens très favorables à cela, très favorables à la réforme d'entrée dans les universités. Et curieusement, les réticences, elles sont plutôt du côté d'un certain nombre de professeurs, sans doute pas la majorité, et d'un certain nombre, malheureusement un peu trop de mon point de vue, d'universitaires qui décident, et on voit des motions votées dans les universités qui sont absolument folle et complètement antidémocratique, puisque c'est une annonce du président de la République, un texte en train d'être voté au Parlement, une loi qui doit s'appliquer, des universités qui sont d'État, des professeurs qui sont fonctionnaires et qui votent en disant on n'appliquera pas la loi. Et je trouve ça totalement invraisemblable, alors que cette loi est bonne et que les étudiants la souhaitent. Donc curieusement, la sagesse, elle est du côté des jeunes. Curieusement, souvent c'est la vérité sort de la bouche des enfants. Ils ne sont plus tout à fait des enfants à cet âge-là. Est-ce que l'idée c'est pas aussi de faire un peu d'économie, Virginie Salmen? Ça coûte quoi le bac? 57 millions, c'est ça, d'euros? Entre 50 et 100 millions le coût sans compter les journées perdues. Sans compter les journées perdues, là on peut arriver à 1,5 milliard. Ça dépend des chiffrages. C'est très 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 variable. Entre 50 millions et 1,5 milliard. C'est énorme. C'est vraiment très, c'est très variable. Donc il y a le coût direct et puis si on compte le salaire de tous les enseignants. Quand vous dites les journées perdues, c'est-à-dire que les lycées, les collèges et les lycées, en fait, à partir du mois de mai, ne font plus de cours parce qu'on fait passer le bac. Donc désormais, en seconde, par exemple, on sera plus en vacances fin mai? Ben non. Dans les lycées où on passe le bac. Là, l'idée, ce serait justement pour les secondes de leur faire des stages, de leur faire un peu d'orientation. Les professeurs seraient quand même mobilisés sur une partie des épreuves, évidemment. Mais ce serait d'abord moins long, moins chronophage. Et puis, il y a tout un plan pour leur les faire travailler en amont, puisque tout au long du lycée, on travaillera sur l'orientation, la méthode et comment on travaillera dans le supérieur, à la fac ou dans les grandes écoles. Oui. Économie ou pas économie? J'ai pas ma réponse du coup. Les économies, il y aura des économies sur l'organisation de... S'il y a moins d'épreuves, a priori ça coûte moins cher. Oui, ça coûtera moins cher. Par contre, il y aura l'organisation quand même des épreuves en cours de formation qu'il y aura. Et moi, je prends l'exemple de mes enfants qui étaient en cité scolaire. Donc depuis la 6e, ils ont fini les cours au 10 juin. Donc ils ont raté 7 mois de cours depuis la 6e, c'est-à-dire quasiment une année scolaire.
Donc après, on s'étonne que les enfants n'aient peut-être pas le niveau à la faculté, mais bon. Il y a 4 ans et demi, Vincent Payon disait on vole des jours d'apprentissage, des jours de savoir à nos enfants. C'était sur la réforme des rythmes scolaires, donc c'est un autre sujet. Mais pour confirmer l'idée qu'on vole des jours à nos enfants. Un mois déjà pour les lycéens et tous ceux qui sont en cité scolaire, donc un mois par année, c'est énorme. Je voudrais qu'on écoute Andrea qui nous appelle de... Alors, je ne veux pas éborgner le nom de votre ville, Lesnévin, pardon. Bonsoir Andrea. Bonsoir Laurent. J'ai eu bon finalement. C'est bien Lesnévin. Non, j'avais juste une question. On parle beaucoup de la réforme du bac général, mais qu'en est-il par rapport au bac technologique? Parce que ça reste quand même dans la tranche. On parle bien des bacs généraux et technologiques en même temps. Donc je voulais savoir s'il y avait des informations là-dessus également. Très bonne question, Virginie Salmen. Oui, il y en a. L'idée, alors, il y a des recommandations qui seraient de faire moins de distinction entre les deux voies, générale et technologique, et de proposer des modules communs, voire de proposer des modules du bac techno pour les lycéens généraux, des matières qui sont actuellement réservées aux lycéens techno. Jean-Robert Pitt. Je pense aussi que pour les bacs techno et surtout pour les bacs pro, il faut favoriser une entrée plus précoce dans la vie professionnelle, avec la possibilité, mais on n'est pas très équipé en France, de faire de la formation tout au long de la vie pour progresser, pour créer son entreprise, etc. Alors qu'on laisse entrer dans l'enseignement supérieur des gens qui y perdent leur temps, se démobilisent et se dégoûtent un petit peu des études. Ça, c'est très très dommage. Donc j'espère que ça va changer. Franck nous appelle du Castellet. Je vais vous lire, Franck, pardonnez-moi, mais je vous accueillerai sur l'antenne avec plaisir une autre fois. Je suis globalement content de la réforme, mais un athlète qui arrive aux Jeux Olympiques ne peut pas gagner avec un entraînement des années 50. Le problème, c'est la méthode d'enseignement. On revient à cette idée qu'en vérité, c'est pas l'organisation qui compte, c'est la méthode d'enseignement. Il y a à revoir de ce point de vue-là aussi. Bon, alors, il y a des choses qui sont... D'un mot, Samuel Sivy. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une volonté déjà de forcer sur les majeurs au niveau des heures de cours. Donc ça va aider pour la suite. Bon, après, les méthodes vont changer, je pense, de par le changement des épreuves. On changera les méthodes en bas, c'est la volonté en tout cas. Je pense qu'il faut de l'exigence partout, dans le primaire, au collège, au lycée, et en particulier pour les enfants les jeunes qui viennent de milieux défavorisés. L'exigence, c'était le secret de la Troisième République. On a appris à lire et à écrire à des générations entières de jeunes dont les parents ne savaient ni lire ni écrire. Jean-Robert Pitt, ancien président d'université, auteur de Stop à l'arnaque du bac, était ravi, vous l'avez compris ce soir. Samuel Sivy, porte-parole des parents d'élèves de la PEP, et évidemment Virginie Salmen, dont vous entendez régulièrement la voix sur Europe 1. C'est notre spécialiste éducation, plus les auditeurs qui nous apportent toujours beaucoup, et notamment Andrea qui posait cette très bonne question sur les bacs généraux et les bacs technologiques. Il y a aussi une partie de la réforme qui concerne donc les bacs technologiques.